Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP. On va faire le débrief de la course de la Seine, alors ça va être en version un petit peu en version sans habillage, parce que déjà je suis dans une configuration un petit peu particulière. Ça sera pareil pour la Formule 1. La Formule 1, j'ai toujours pas vu le Grand Prix, hein. On est mercredi soir, 19h. J'ai peur de devoir faire les deux Grands Prix d'Autriche ensemble. Voilà, pas le temps de voir les courses pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on va commencer tout de suite du côté de la course. Place à la course, place au Grand Prix d'Assen. On fera le bilan des bleus, les tops et flops. On commence tout de suite par la note du Grand Prix. Moi, j'ai mis 10 sur 20 pour la note du Grand Prix. C'est triste parce que Assen est un magnifique circuit. C'est la mecque de la moto quasiment, parce que je rappelle que cette course était au tout début du championnat du monde. C'est un peu le Silverstone de la moto, on pourrait dire. Silverstone du côté de la F1 a connu la première saison de Formule 1. C'est un peu pareil du côté d'Assen. Assen qui n'était pas un circuit permanent pendant très longtemps, c'est un circuit routier. Voilà, c'est un peu une mecque de la moto Assen. Mais c'est vrai que ces dernières années, je trouve que les dégagements en goudron ont quand même un peu dénaturé ce circuit. Et c'est plus autant un défi qu'auparavant. Alors, il y a quand même besoin de sécurité aussi, donc c'est un peu ça le problème. Et la course n'a pas été passionnante parce que c'est vrai qu'Yamaha a été au-dessus du lot du côté de l'équipe officielle. Et ensuite, on sentait que chez Yamaha, on avait une marge par rapport à ses adversaires. Et puis, Fabio Quartararo, quand même, était vraiment au-dessus du lot. Donc, c'est pour ça que je mets 10 sur 20, parce que le Grand Prix, on n'a pas eu de grandes manœuvres. Alors, ainsi, Marquez a tenté des choses. C'est peut-être l'un des rares, même, qui a tenté des choses pendant le Grand Prix. Mais j'ai pas trouvé ce Grand Prix passionnant. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai regardé après avoir fait 500 km en voiture. Donc j'ai eu peut-être une capacité d'attention un petit peu inférieure à la normale, mais j'ai pas trouvé le Grand Prix hyper passionnant. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté des bilans des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Du côté de Fabio Quartararo, c'est une belle victoire. Belle victoire parce qu'il a dominé la course comme il avait fait l'année dernière en Catalogne. On sait très bien que quand Fabio s'échappe en tête d'un Grand Prix, c'est très compliqué ensuite derrière d'aller le récupérer. C'est un pilote qui a cette capacité, voilà, à être devant sur les Grands Prix, à réussir à aligner les tours rapides sans avoir besoin d'un lièvre devant lui. C'est souvent lui le lièvre. Il a cette capacité-là depuis longtemps parce qu'il il a appris ça, je pense, en CEV quand il a remporté ses deux titres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Fabio Quartararo, c'est quand même peut-être le pilote le plus fort dans ce rôle-là. Il sait très bien gérer ses tenues, il sait très bien gérer son rythme. Un peu à la Marc Marquez, c'est vrai, à Marc Marquez de 2019, qui avait été impressionnant cette année-là. Et du côté de Fabio Quartararo, je pense que il a été impressionnant et en plus, il est tombé sur le circuit où peut-être la Yamaha est la plus forte. C'est un circuit où c'est vrai que la Yamaha a toujours été très performante parce qu'il faut une bonne qualité de châssis, même s'il faut du moteur hein, à Assen. Le problème, c'est que c'est très difficile de dépasser à Assen et que les portions techniques font que le châssis de la Yamaha, la partie cycle surtout de la Yamaha, a toujours été avantagé sur cette piste. On se souvient notamment de Lorenzo. Rossi a remporté sa dernière victoire sur ce circuit. Ben Spies, je crois m'appeler, s'était imposé sur cette piste également pour Yamaha. Colin Edwards, je crois, avait fait des belles perfs également à Assen. On s'aperçoit surtout que c'est un circuit qui convenait à beaucoup de pilotes Yamaha. Donc, c'est vraiment une piste où la moto Yamaha a un truc en plus. Et du côté de Fabio, bah, c'est bien parce que il a prouvé qu'il était très fort ce week-end. Et surtout, il fait mal à ses adversaires avant la pause des vacances du mois de juillet. Car du côté des pilotes de moto, on est juilletistes, du côté des pilotes de Formule 1, nous sommes haussiens. Et il fait très très mal parce que gagner un Grand Prix de cette manière avant les vacances, je peux vous dire que certains pilotes vont gamberger sévère pendant le mois de vacances avant de revenir en Autriche.
On va parler de Johann Zarco. Johann Zarco également, bonne course de Johann Zarco. Encore une fois, premier pilote Ducati lors du Grand Prix. Du côté de Johann, ce week-end est très intéressant parce que il n'a pas forcément été dans la facilité. Un vendredi vraiment pas facile, des problèmes sur certains virages qui viennent des années précédentes. C'est un circuit où il n'a pas toujours été foncièrement extrêmement bon, Johann Zarco. Et ce qui est fort, c'est qu'il a réussi à rétablir la situation. Il a très bien préparé la course également, je pense. Mais il a réussi à rétablir la situation d'un week-end qui n'était pas forcément très très bien embarqué du côté de Johann Zarco. Ça, c'est très très fort. Il limite bien la casse parce qu'au championnat, il est toujours là avec cette 4e place. Johann Zarco est 2e du championnat du monde. Et on a 2 pilotes dans ce championnat du monde et ils sont aux 2 premières places. C'est pas arrivé souvent en moto. Et c'est le seul pour le moment qui essaye de suivre le train infernal de Fabio Quartararo, qui, je rappelle, n'a toujours pas abandonné une course. Le pire résultat, 5e. C'était... Non, la 13e place, pardon, du côté de l'Espagne. Mais sinon, il a toujours été ultra performant, Fabio. Du côté de Johann Zarco, c'est le seul qui essaye de suivre le rythme. Mais le rythme de Fabio est tout simplement infernal. Très belle course. Ensuite de Johann Zarco. Un peu de mal sur la fin de Grand Prix, peut-être parce qu'il a un peu trop attaqué à un moment en milieu de course. On le voyait, la moto gigotait pas mal, donc il a peut-être un petit peu trop tapé dans les pneus du côté de Johann Zarco. Mais pour moi, c'est un bon Grand Prix, surtout, encore une fois, parce qu'il y a eu un week-end qui n'était pas facile à réussir à inverser la tendance. Et ça, ce n'est pas facile dans le sport mécanique, d'avoir un mauvais vendredi et de finir avec un bon dimanche. Demandez ça, dites ça à Valtteri Bottas, qui souvent fait l'inverse. Commence très bien le vendredi, finit très mal le dimanche. On continue avec les pilotes au top. Du côté des pilotes au top, moi j'ai mis Joan Mir. Pourquoi Joan Mir 3e du Grand Prix. Et puis c'est bien parce que du côté de chez Suzuki, on n'était pas forcément dans une spirale positive depuis quelques courses. On avait du mal à accrocher les avant-postes. Et puis surtout, les chutes d'Alex Rins n'aident pas non plus à avoir peut-être une ambiance positive dans l'équipe. Et Joan Mir, ce week-end, il a rappelé pourquoi il était champion du monde. C'est un pilote du dimanche. Je le dis toujours, que ce soit en F1 ou en moto, vous avez des pilotes qui n'aiment pas trop le début de la semaine, le début du week-end, notamment Sergio Pérez en F1, et qui sont très très bons le dimanche. C'est ce qu'on appelle des raceurs. Eh bien lui, c'est un véritable raceur, Joan Mir, parce qu'il a cette capacité à se sublimer le dimanche. C'est l'un des plus mauvais pilotes en qualification. On peut le dire, il n'est pas très bon sur un tour lancé, Joan Mir. Et je pense que c'est parce que il n'arrive pas. Je pense que le samedi, en fait, mentalement, il n'arrive pas à se dire, je vais tout donner pour la qualif. Ce qui est fou, on peut se dire pour un pilote de moto. Par contre, le dimanche, c'est lui qui arrive à faire les meilleurs dépassements, à prendre le plus de risques. Là, je rappelle, en qualification, Joan Mir, il part 10e, il finit 3e. Son équipier part 7e. Et pourtant, il va finir bien plus loin. Il dépasse des pilotes comme, certes, Nakagami qui a raté sa course, mais il dépasse Johann Zarco, qui pourtant partait devant lui. Il dépasse Miguel Oliveira. Ces 2 pilotes-là n'ont pas raté leur course. Et pourtant, Joan Mir, il arrive toujours à être au-dessus. C'est comme ça qu'il a été champion du monde. C'est pas grâce aux qualifications. Il a fait une fois une pole. Par contre, en course, il est bon. Dommage, cette année, ce manque de régularité, mais je pense que la Suzuki est pas exceptionnelle cette année, et c'est peut-être dû au départ de Davide Brivio pour l'équipe Alpine en Formule 1. On continue du côté des pilotes au top avec Miguel Oliveira. Bon week-end de Miguel Oliveira. Il continue, lui, sur sa dynamique positive des week-ends précédents, le pilote KTM, et surtout, il est impressionnant parce que c'est le seul pilote KTM qui arrive à s'en sortir. C'est-à-dire, on voit Brad Binder, Lequena, Petrucci, c'est le seul qui arrive à être performant. Pour le moment, Miguel Oliveira, le Portugais, et ça depuis de nombreuses courses. On se disait peut-être à un moment ça allait un peu s'effondrer, et non, il est toujours là. Et il montre que c'est le taulier chez KTM. C'était déjà le cas l'année dernière, où ça avait été le pilote le plus régulier chez KTM aux avant-postes. Et Miguel Oliveira, il a encore travaillé sur sa régularité cette année. Ce qui est fort, malgré un début de saison qui était quand même pas loin d'être calamiteux. Et puis, il y a eu le Mugello. Le Mugello, il prend la 2e place, et depuis, il n'a pas quitté le top 5.
C'est-à-dire, ça fait 4 courses d'affilée qu'il est dans le top 5. On arrive en Autriche. Endroit superbe pour son équipe. C'est le lieu d'entraînement de KTM, le circuit de Spielberg. C'est surtout le lieu où Miguel Oliveira avait remporté sa première course l'année dernière. Autant vous dire que je pense qu'il faudra compter sur lui. Sur les 2 manches en Autriche, je rappelle, il y aura le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de série. C'est comme en Formule 1. On aura 2 courses. Ça va être un taulier chez KTM. Et j'ai un peu peur qu'il est en train de prendre le leadership dans l'équipe officielle par rapport à son équipier sud-africain qui subit un petit peu depuis quelques Grands Prix. Et puis, je termine du côté des pilotes au top avec Gerloff. Pourquoi je le mets au top, Gareth Gerloff parce que c'est un pilote qui vient du Superbike, qui arrive en MotoGP parce que très clairement, vous avez Morbidelli qui est blessé. C'était pas foncièrement prévu dans son début de saison à Gerloff. C'est sa première en MotoGP. Je trouve qu'il a été plutôt intelligent dans sa manière d'appréhender le week-end. C'est-à-dire, il a fait un vendredi où il a pris en main sa moto. Il a certes chuté, mais encore une fois, c'est, je pense, l'un des circuits les plus difficiles pour démarrer en MotoGP à Sun. Et puis ensuite, avec Reyes peut-être, parce que Reyes, la gestion de la puissance est vraiment pas facile. Ensuite, il a été vraiment meilleur le samedi. Voilà, l'écart était de plus en plus mince avec ses adversaires. Et puis, il fait quand même un bon dimanche. Et surtout, il ne finit pas dernier la course, ce qui est toujours important pour un pilote qui vient d'arriver. Il est devant Luca Marini, pas très loin, il est assez loin de Savadori, mais je trouve qu'il a eu un rythme régulier sur son week-end. On sait que là, du côté de chez Petronas et du côté de chez Yamaha, il va y avoir un poste à prendre, voire peut-être 2. Tout simplement parce que Vignales a annoncé son départ de Yamaha. Alors, autant vous dire que c'est un secret de polichinelle, vu les relations ces derniers temps entre Vignales et Yamaha, et surtout Yamaha ne peut pas avoir un pilote aussi irrégulier dans une équipe officielle, dans n'importe quelle équipe officielle. Même si on l'annonce chez Aprilia, son manque de régularité, on va le faire comme ça, est un véritable problème. Et du côté de Gareth Gerloff ou de Razatoglu, c'est peut-être une possibilité de monter en MotoGP pour ces 2 pilotes Superbike. Morbidelli, cette année, c'est quand même pas foufou. Alors après, Morbidelli a quand même, l'année dernière, montré que c'était un pilote sérieux. Je pense qu'il aura l'avantage dans l'équipe officielle Yamaha. On sait que Rossi, semble-t-il, est plutôt sur le départ. Donc, chez Petronas Yamaha, il y a 2 postes. Je pense qu'ils sont ouverts aux candidatures de pilotes. Si en plus vous êtes pilote avec un petit peu d'argent, c'est toujours un avantage. Ou si vous êtes pilote d'un pays qui en ce moment n'est plus vraiment présent en MotoGP, notamment les États-Unis, ça peut être un avantage également pour Gerloff. Donc on verra la suite de la situation, en sachant qu'il y a des courses qu'il ne pourra pas faire et qu'on annonce le grand retour de Cal Crutchlow. Et moi, je veux voir ça, Cal Crutchlow, sur la Yamaha en course officielle, parce que peut-être qu'il démontrera vraiment, lui, que la Honda était une machine impilotable l'année dernière. On passe au pilote flop. Du côté des pilotes flop, moi j'ai mis Marini, Luca Marini, 18e du Grand Prix. Ça, c'est pas normal pour un pilote comme ça. Surtout, il a été derrière son équipier, encore une fois, Bastianini, et on attendait de lui qu'il soit le leader de cette formation Avintia, et ce n'est pas vraiment le cas. Donc ça, c'est décevant du côté de Bastianini. Après, certes, du côté de Marini, pardon. Alors certes, il est devant en qualification, mais en course, excusez-moi de vous dire, mais Bastianini est largement devant. Donc il va falloir vraiment qu'il améliore sa gestion des Grands Prix. Le Marini, il faut qu'il fasse moins d'erreurs aussi. Beaucoup trop d'erreurs depuis le début de saison. Alors, il va rester, c'est le beau-frère, non, c'est pas le beau-frère, c'est le demi-frère de Valentino Rossi, donc il va rester dans l'équipe. Vu que Valentino Rossi, elle va prendre de plus en plus de poids. Malgré tout, on attend quand même des performances un peu plus importantes de sa part. On continue Luca Marini avec Brad Binder. Brad Binder qui est en train de se faire exploser par son équipier. Alors, une qualification catastrophique. 21e, avant-dernier sur la grille.
Derrière, quand même, Petrucci et Iker Lecuona. Alors certes, Iker Lecuona, j'ai l'impression que depuis qu'on lui a dit qu'il était sur la sellette, il a retrouvé un petit peu des couleurs, mais quand même, c'est Iker Lecuona, c'est un pilote qui n'a jamais été ultra performant en Moto 2, et c'était un pilote qui était battu par Brad Binder en Moto 2 en 2019. Je pense qu'en ce moment, Brad Binder, il est dans une situation d'incompréhension totale avec sa moto, et dans une situation qui est très difficile. Il va falloir trouver des solutions. Parce que c'est vrai que depuis sa victoire l'année dernière en République tchèque, la fin de saison déjà 2020 n'avait pas été sensationnelle. Le début 2021 n'est pas top non plus, cette première moitié de saison, parce que cette première moitié de saison, il y aura encore beaucoup de courses sur la deuxième partie, mais du côté de Brad Binder, meilleur résultat, je regarde, c'est 5e, non 4e, pardon, c'était aux Sachsenring. Mais dans une course qui a quand même été assez particulière aux Sachsenring, mais je trouve que Brad Binder, pour le moment, il est malmené par Oliveira. Et puis je rappelle qu'aux Sachsenring, Oliveira était 2e. Donc c'est depuis quasiment le début de saison, il est derrière. Il y a quand même maintenant 25 points d'écart entre les deux pilotes, sachant que Miguel Oliveira a un abandon, alors que Brad Binder a 2 abandons, alors que Brad Binder n'en a qu'un seul. Donc ça commence à poser un petit problème quand même pour ce pilote-là. Et on termine avec Nakagami. Encore une fois, Nakagami, je dirais que c'est presque le Bottas de la MotoGP, c'est-à-dire que c'est un pilote qui est capable d'être ultra rapide sur un tour, et puis sur la durée d'un Grand Prix, ça ne tient pas. On l'avait déjà vu l'année dernière, c'était arrivé quelques fois où il nous faisait de très bonnes qualifications, et puis en course, il s'écroulait un petit peu. Ça lui arrivait quand même moins en 2020, peut-être parce qu'il était un peu plus à l'aise avec la moto. Cette année, il n'est pas à l'aise avec la moto. Beaucoup de problèmes de high side sur cette Honda. Marquez s'en est plein. C'est également le cas de Nakagami. C'était fou, c'est que c'était déjà des problèmes que déclarait Crutchlow. Il parlait également des entrées de virage Crutchlow, mais il parlait pas mal aussi parfois de high side. Incroyable, c'est qu'il en ait parlé dès 2018, je crois, 2019, je ne sais plus, à ce moment-là. Mais du côté de l'équipe aujourd'hui autour de Nakagami, on attendait à ce qu'il passe un cap. L'année dernière, il avait bien progressé, je trouve, dans sa saison. Cette année, on voulait la confirmation. Pour le moment, moi, je n'ai pas la confirmation, encore une fois, parce que la gestion de ces Grands Prix est assez mauvaise. Il a trop attaqué en début de course, ce qui fait qu'en fin de Grand Prix, le pneu arrière était mangé. Je me suis dit, à un moment, il y avait une caméra arrière de Nakagami. On voyait un petit peu le pneu arrière. Je me suis dit, il ne va pas tenir toute la course. Parce que Assen, en plus, c'est un circuit qui est assez exigeant. Et s'il a réussi à s'en sortir, mais quand on part aussi haut sur la grille, on ne peut pas se retrouver aussi loin. Et surtout, ça fait mauvais genre. C'est que Marquez, qui partait bien plus loin sur la grille, finit devant lui. Et ça, c'est pas excellent pour le pilote. Pour le pilote japonais, pardon. Donc voilà, il va falloir trouver des solutions, réussir à améliorer cette situation. On passe au classement. Classement général des pilotes. Pour le moment, c'est Fabio Quartararo qui est en tête. Je vous l'affiche pas pour des problèmes qu'on est un petit peu à la bourre en ce moment. Avec 156 points. Devant, Johan Zarco, 122. C'est-à-dire que l'écart commence quand même à être important entre les deux pilotes. Ça commence à faire un petit peu mal. Vu qu'on a plus d'un Grand Prix entre ces deux pilotes. On retrouve ensuite Pecco Bagnaia à 109 points. Donc on retrouve quand même un Pecco Bagnaia à 47 unités de Fabio Quartararo, c'est-à-dire quasiment 2 Grands Prix. Joan Mir, lui, est à 55 points, c'est-à-dire qu'il est à plus de 2 Grands Prix d'écart. Jack Miller, 100 points. Jack Miller, encore un abandon. Alors, un petit peu un broguillot chez Ducati sur l'abandon de Jack Miller. On retrouve ensuite Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Alexis Espargaro, Brad Binder. Marc Marquez est 10e avec 50 points. Et du côté des pilotes qui sont en grande difficulté, Valentino Rossi qui a encore chuté est simplement 19e avec 17 points. Et puis Iker Lecuona qui est également encore chuté et 21e avec 13 points. Du côté du classement constructeur, hop, je repasse dessus, Yamaha à 184 points prend l'avantage face à Ducati, seulement 167, c'est avec
la perte de Johan Zarco étant la meilleure des Ducati, bah voilà, on prend que 13 points. On retrouve ensuite KTM. KTM Suzuki, c'est toujours troisième place pour l'un ou pour l'autre selon les courses. Et puis on retrouve ensuite Honda et Aprilia. Du côté du classement par équipe, c'est Yamaha qui est en tête avec 251 points, devant Ducati, Pramac, KTM, Suzuki avec 134 points. On retrouve ensuite Honda à 98 points, le team LCR très très loin quand même du côté du classement des indépendants par rapport à Pramac, et puis ensuite Petronas, Avintia et Tech 3, l'équipe française dernière avec seulement 39 points, encore 3 points de prix, 3 points de prix sur cette course. Même si on aurait préféré qu'Iker Lecuona termine la course du côté de l'équipe d'Hervé Poncharal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merak Production. Ciao, ciao!